Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smartech. Ici, on parle du numérique, des nouvelles technologies, de l'innovation et de l'industrie du jeu vidéo. C'est le moment de notre grand rendez-vous Game Business qui est incarné par Guillaume Monteux. Très régulièrement dans Smartech, Guillaume Monteux de Gatsby, spécialiste de l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Et aujourd'hui, vous êtes venu accompagné d'Olivier Martret qui est associé au sein de Serena, un fonds d'investissement qu'on connaît bien. Et vous êtes en charge plus spécifiquement des investissements dans le gaming. D'où votre présence pour ce grand rendez-vous. Alors, avant qu'on démarre ensemble sur la question du financement dans le jeu vidéo, on va continuer avec Guillaume à regarder ce qui se passe dans cette industrie, prendre les dernières nouvelles, et notamment les dernières nouvelles du côté de la société Nintendo. Eh oui, Delphine, on a beaucoup parlé lors de nos dernières chroniques de Sony et de Microsoft. On va essayer de mettre à l'honneur Nintendo, et pour une bonne raison, c'est que Nintendo, la Switch, la console de Switch de Nintendo, est officiellement, depuis la semaine dernière, la console la plus vendue au monde. Elle a battu le nombre de consoles de Wii U qui a été vendu par Nintendo, elle a battu la Nintendo 3DS. Plus de 118 millions d'exemplaires. Elle a surtout battu la PS4 qui s'est vendue à 117 millions d'exemplaires. Et elle a battu de très loin la Xbox 360 qui s'est, elle, vendue à 85 millions d'exemplaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que Nintendo est une société fondamentalement dans l'innovation. Et dans l'innovation des consoles, vous vous souvenez certainement de la Game Boy, qui était la première console portable qu'on pouvait emmener partout et sur laquelle on pouvait mettre n'importe quel jeu. Vous vous souvenez certainement. Je crois que je l'ai toujours d'ailleurs, ma Game Boy. Bon, bah gardez-la. Ouais. La Nintendo 3DS, qui avait 2 écrans, c'était jamais vu, et on pouvait voir les jeux en 3 dimensions. Et bien en 2017, Nintendo nous propose la Switch, une console qui révolutionne aussi le monde des consoles, puisqu'elle est à la fois portable et de salon. Alors, Nintendo révolutionne aussi le logiciel, puisque la même année, en 2017, sort un nouvel opus de la franchise Zelda qui va faire un carton. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que Zelda est en open world et en 3 dimensions. Bref, Nintendo va très bien, côté console, côté logiciel, grâce à un marketing impérial autour des licences Mario, autour des licences Pokémon. Et il n'est pas rare, si on prend le top 10 des jeux les plus vendus dans le monde, de voir Nintendo qui se place 4, 5, 6 titres dans ce top 10. Donc, Nintendo va très bien. Juste à titre d'information, l'année dernière, il s'est vendu plus de jeux Pokémon que de jeux FIFA sur PS4. En France, même succès, il y a 1 personne sur 10 qui possède une Switch. Donc on a des Français qui sont très consommateurs des jeux vidéo Nintendo, plus que de Sony et Microsoft. Alors c'est toujours un peu plus compliqué que ça, évidemment. Il y a une étude très intéressante de la société Ampere Analysis qui a sondé nos amis anglais et qui démontre que s'il y a énormément de Switch qui sont vendus, ceux qui possèdent la Switch considèrent que leur Switch est leur console principale à 49%. Si on demande aux possesseurs de PlayStation, là on a un niveau, on va dire, de reconnaissance que la PlayStation est sa console, on va dire, principale à 71%. Donc il y a une appartenance, j'ai envie de dire, à la marque PlayStation qui est bien supérieure à celle de Nintendo. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord que les gens ils possèdent plusieurs consoles de salon. Donc ça c'est 1. 2, l'attachement à la marque PlayStation, comme je viens de le dire, est plus grand que l'attachement à la marque Microsoft ou à la marque Nintendo. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Ampere Analysis a, au-delà de l'attachement, cherché à mesurer la fanbase des marques. Et c'est intéressant d'avoir la fanbase, d'une part, parce que les fans, en fait, ils défendent la marque coûte que coûte. Et puis aussi, ils sont prêts à acheter des choses très chères qui viennent de leur marque. Parfois avec une qualité qui est peut-être pas toujours au top. Mais donc, quand on est fan, on compte voilà, pas. Donc les marques les chouchoutent, ces fans, et ils cherchent à les faire grossir. Et Ampere Analysis nous démontre que la fanbase Sony, qui est la plus importante, a tendance un peu à décroître, alors que la fanbase Nintendo et Microsoft a tendance plutôt à croître. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà en France qui joue et à quoi on joue ? Écoutez, oui, puisque le CEL, qui est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, vient de mettre à jour son étude annuelle qu'elle fait avec Médiamétrie, et elle a interrogé les Français pour connaître le portrait robot, entre guillemets, des joueurs et des jeux auxquels ces joueurs jouent. Et donc ?
Écoute, Enfin, il y a des surprises. Il y a des surprises. Non, alors, on avait déjà dressé le portrait l'année dernière. Alors, absolument. est-ce qu'il y a des surprises? Pour ceux qui suivent l'industrie, il n'y a pas énormément de surprises. Pour ceux qui la découvrent, sûrement un peu plus. En fait, on y apprend qu'en 2022, 7 Français sur 10 sont considérés comme étant des joueurs. 53% des Français jouent au moins une fois par semaine. Donc, vous voyez, là, on vient casser un peu à nouveau le stéréotype. 53% des Français qui jouent une fois par semaine, ça fait quand même beaucoup. Alors, c'est pas qu'à des jeux de consoles de salon. Ça peut être aussi beaucoup sur smartphone. Voilà, beaucoup sur smartphone, beaucoup sur mobile, mais quand même, le chiffre est assez important. Moyenne d'âge des joueurs, 38 ans. 53% d'entre eux sont des hommes, 47% d'entre eux sont des femmes. Les gens jouent principalement en mode connecté. Et ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui jouent en mode connecté, 31% d'entre eux, ils vont aussi pour chercher des amis. Donc vous voyez, dans les jeux vidéo, on va chercher des amis. Sur Tinder, on va chercher l'amour. Et puis des fois, c'est le contraire. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on parle du jeu vidéo, on est plutôt dans l'idée qu'on parle d'une industrie de loisirs. Est-ce que vous voyez les choses évoluer? Est-ce que vous pensez que demain, cette industrie peut accueillir un nombre grandissant de vocations plus professionnelles? Oui, alors il y a un chiffre quand même qui est nouveau et étonnant dans l'étude du CEL, c'est le fait que 16% des jeunes qui sont interrogés souhaitent aller travailler dans l'industrie du jeu vidéo. Pourquoi? En fait, les jeunes veulent travailler dans des entreprises qui leur ressemblent, des entreprises qui ont du sens pour eux, d'autant que l'industrie du jeu vidéo peut accueillir évidemment des e-sportifs, évidemment des développeurs, mais aussi des artistes, des personnes capables d'imaginer des histoires, des personnes qui sont capables de raconter ces histoires, des game designers, des businessmen qui sont là aussi pour vendre effectivement les jeux. Donc en fait, on a un petit peu tous les métiers, si vous voulez, qui sont représentés dans l'industrie du jeu vidéo. Donc c'est pas. Je ne sais pas s'il y aura de la place pour tous les jeunes qui veulent travailler dans ce secteur en revanche. Bon, en tout cas, c'est un secteur qui appelle les jeunes et qui a de quoi les accueillir, j'ai envie de dire, intelligemment. D'ailleurs, le nombre d'écoles en fait, qui vont former ces jeunes qui sont spécialisés dans le monde du gaming, en fait, augmente tous les ans. Alors, on va prendre des news maintenant de ce rachat Activision-Microsoft. Là, on en est où? Alors, des news, on en aura vraiment dans quelques mois. C'était ce qu'on s'était dit la dernière fois. Mais enfin, il s'est quand même passé deux épisodes assez intéressants dernièrement. D'abord, Microsoft qui garantit... Vous savez que Microsoft, la FTC a menacé Microsoft de les poursuivre pour empêcher le rachat d'Activision. Et en fait, Microsoft a fait une énorme concession à Sony, qui est de proposer le jeu Call of Duty à Sony pendant les 10 prochaines années. C'était une principale revendication de Sony, qui a très peur de perdre Call of Duty étant la licence la plus vendue sur PlayStation, et donc ils avaient peur que les joueurs fuient la PlayStation. Donc on était prêt d'avoir un accord entre Sony, Microsoft, et puis la FTC, en fait, voilà. Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Deuxième événement ces dernières semaines, Nvidia et Google ont officiellement dit à la FTC qu'eux-mêmes étaient aussi contre le rapprochement entre Microsoft et Activision. Pourquoi? Nvidia, eux, ils ont un service de cloud gaming, et ils ont aussi peur de perdre les licences d'Activision lors de ce rachat. Nvidia, c'est aussi le premier fabricant de cartes graphiques dans le monde, et ils ont peur aussi que leurs cartes graphiques ne soient pas forcément compatibles avec les exigences des derniers jeux. Ça, c'est un. Et Google, alors ils ont arrêté leur cloud gaming, Stadia, récemment, donc pourquoi est-ce qu'ils sont contre ce rapprochement? Peut-être parce qu'ils ont peur aussi que Activision, Microsoft enlève du Play Store, du Google Play Store, les Candy Crush, les Call of Duty. Bref, ce qu'on est sûr, c'est que si Microsoft veut vraiment racheter Activision, il va devoir faire des concessions dans tous les sens. Et j'ai cru voir que même en Europe, ça pourrait être compliqué aussi. L'Europe a dit hier qu'officiellement, ils allaient attaquer... ils allaient interroger Microsoft sur leurs intentions dans le cadre de ce rachat. Alors, quelques mots maintenant sur les résultats de Ubisoft. Un peu compliqué, Ubisoft. En ce moment, Ubisoft a annoncé la semaine dernière des objectifs financiers à la baisse. Alors, l'exercice fiscal chez Ubisoft, c'est 1er avril, 31 mars. Donc, on en saura plus, si vous voulez, on va dire mi-avril, sur les résultats annuels de la dernière fiscale d'Ubisoft. Mais ils ont décidé de devancer un peu leur prise de parole pour annoncer des choses qui ne sont pas forcément très, très sympathiques pour les actionnaires. Alors, dans un souci de transparence. Donc les actionnaires ont apprécié
la transparence d'Ubisoft. En revanche, ils n'ont pas du tout apprécié le fond. Et oui, Ubisoft avait projeté un plus 10% de chiffre d'affaires. Là, ils ont corrigé la semaine dernière en disant ce ne sera pas plus 10, ce sera moins 10. Et Ubisoft avait prévu de faire 400 millions d'euros de marge opérationnelle. Et finalement, ils vont faire moins 500. 400 moins 500, c'est pas du tout la même. Deux raisons à cela. D'abord, les sous-performances des jeux Mario et les Lapins Crétins, d'ailleurs en exclusivité sur Nintendo, et du jeu Just Dance 2023. Ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison, c'est les retards accumulés par l'ensemble des jeux qui devaient sortir, dont le fameux Skulls and Bones, qui est attendu par un nombre incroyable de joueurs et qui finalement sera décalé à on ne sait pas quand. Alors attention. Oui. Attention. Très vite. Ubisoft, c'est des Bretons. Ah, ok, alors qu'est-ce que ça veut dire, ça, monsieur? Non, mais les Bretons, ils savent naviguer, si vous voulez, quand il y a des tempêtes. Et c'est pas la première tempête que Ubisoft rencontre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se concentrer sur les grosses licences et ils vont réduire les coûts. Et M. Guillemot a aussi indiqué que Ubisoft allait se recentrer sur les jeux persistants. Pourquoi? Parce que qui dit jeux persistants dit revenus réguliers. Et les revenus réguliers, c'est exactement ce que veulent les actionnaires, la prédictibilité, la transparence. À cela ajoute, le patron d'Ubisoft ajoute qu'ils ont 1,5 milliard de dollars en trésor, ce qui, selon lui, devrait permettre à Ubisoft de retrouver des eaux plus ensoleillées et des vents plus sympathiques. Quelle belle image. Alors, donc on disait, on a la chance de recevoir aujourd'hui Olivier Martret, qui est partenaire chez Serena, le fonds d'investissement Serena. Et ce qui est intéressant, c'est que Serena a décidé d'ouvrir une activité spécialement dédiée au financement de cette industrie du jeu vidéo. D'abord, première question, c'est pourquoi cette décision? Je pense que, premièrement, c'est parce que c'est dans l'ADN de Serena et de ses fondateurs. C'est des entrepreneurs historiquement. Et eux, ils voulaient financer les entrepreneurs différemment. Ils voulaient financer des écosystèmes et des technologies qui étaient émergentes. Et donc, ils ont toujours voulu être à la pointe. Et donc, on l'a fait en 2016. On a investi dans la data et dans l'IA avec un fonds qui s'appelle Data Venture, alors qu'il n'y avait personne qui investissait historiquement en France dans ce secteur-là. Et donc, en fait, en 2019, on a fait absolument le même constat. Premièrement, c'est qu'on avait des sociétés et des champions français connus mondialement. Alors, on parle d'Ubisoft, on parle de Gameloft, qui est quand même un des pionniers dans le mobile. Vodou, aujourd'hui, qui a été téléchargé plus de 6,4 milliards de fois, qui est le champion français et international. Et donc, on s'est dit, en fait, ça, c'est un terreau fertile pour voir l'émergence de nouveaux entrepreneurs. Donc ça, c'est le premier constat qu'on a fait. Le deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a un formidable outil pour financer publiquement le lancement des jeux vidéo, mais qu'ensuite, ça se tarit complètement. Et donc, c'est là où on s'est dit, on a un rôle à jouer et on veut supporter ces entrepreneurs qui veulent avoir un scale à l'international. Alors, juste avant, là, je recevais en grand entretien Damien Morin, qu'on appelle le sage de la French Tech, qui me disait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les fonds d'investissement, ils cherchent la décacorne, ils cherchent l'hypercroissance. Alors, ça fait partie de vos critères? Alors, nous, on a des investisseurs, et nos investisseurs, on leur promet pas mal de choses. On leur promet, la performance de leur investissement. Et donc, il faut on est garant de ça. Et puis, on leur garantit aussi de les accompagner à comprendre ce qui se passe dans cet écosystème. Mais en effet, dans vos critères d'investissement, vous cherchez davantage de risques? Alors nous, on investit en ce qu'on appelle en amorçage et Series A, donc c'est au tout début de l'aventure des entrepreneurs, et donc évidemment c'est là où c'est le plus risqué. C'est le plus risqué, mais à quel niveau vous situez le risque? Lui dit, voilà, moi je lance une start-up finalement un peu à la papa, avec un business model tranquille et tout, les fonds, ça ne les fait pas rêver. Alors c'est vrai que nous... Caricature. Non, mais c'est vrai que par rapport à la détention capitalistique qu'on va avoir dans la société, on a des attentes de retour financiers qui sont assez significatifs. Ouais. Et en effet, plus le fonds est gros, plus nos attentes de retour sont au moins de 50% du fonds. Après, dans un portefeuille, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours trois familles de sociétés, des sociétés qui vont en effet rembourser 50% et plus, d'autres qui vont rembourser entre 20 et 50%, et d'autres qui seront plutôt autour de une fois notre mise, entre guillemets. Et alors, quels sont ces... Pardon. Non, je disais, ne pas rêver dans le monde de l'industrie du jeu vidéo, c'est quand même dommage. C'est vrai. Quelles sont, selon vous, ces startups qui ont décroché la bonne technologie qui va permettre d'avoir ces multiples, de devenir peut-être demain des décacornes? Elles sont où les technos disruptives dans le jeu vidéo?
Alors, il y en a pas mal. On parle il y a deux technos aujourd'hui qui sont en train d'émerger. On parle beaucoup de Generative AI et je pense que ça va drastiquement changer la manière dont on va développer des jeux vidéo demain. Donc, co-créer finalement avec des intelligences artificielles, c'est ça? Exactement. Et en fait, ça va permettre de rendre beaucoup plus immersif le jeu. Typiquement, aujourd'hui, quand on rentre dans un jeu, on a des personnages non joueurs. Ouais. Et ces personnages non joueurs ont des dialogues qui sont déjà créés de toutes pièces. Aujourd'hui, demain, grâce à la Generative AI, on pourra avoir une discussion complètement ouverte pendant 1 heure avec un personnage où il n'y a pas de joueur derrière. Donc tout ça, c'est des technologies qui vont permettre de rendre encore plus immersive l'expérience dans un jeu vidéo. Et la VR, le monde des métavers, tout ça, vous y croyez? Alors, oui, alors c'est un peu un serpent de mer, hein. Ça fait très très longtemps qu'on en parle. Google avait lancé ses Google Glass il y a quelques années, qui a fait un four malheureusement. Je pense que c'était trop tôt dans l'histoire. Ce que je pressens aujourd'hui, c'est qu'il y a un acteur très bien connu qui a toujours réussi à faire des shifts d'usage à travers le hardware, c'est Apple. Ils l'ont fait avec l'iPhone en 2007, ils l'ont fait avec leurs AirPods, ils l'ont fait à travers leur montre connectée. Donc, je pense fondamentalement que ce qu'ils vont annoncer en fin 2023, début 2024, va certainement changer un petit peu la donne. Et je pense que c'est un bel avenir. C'est très intéressant. Moi, je suis ravi d'avoir Olivier ce matin sur ce plateau parce que c'est assez original en fait qu'un fonds d'investissement crée une verticale gaming. Et en fait, je veux même dire, c'est très original d'avoir un fonds qui s'intéresse au gaming en France aujourd'hui. En Israël, aux États-Unis, même en Angleterre, il y a des fonds qui s'intéressent au gaming dans tous les sens. On peut citer Griffin Gaming Partners, on peut citer Galaxy Interactive, on peut citer Bigcraft, on peut citer Makers Funds. Il y en a plein. Franchement, il y en a plein. Et en France, il y en a quasiment pas. Donc le fait qu'Olivier puisse porter, entre guillemets, un vrai fonds, des vrais investissements, parce qu'il dit que c'est du Series A, mais en fait, il peut investir, je parle sous ton contrôle, mais entre 100 et 15 millions d'euros, ce qui est quand même tout à fait de bon augure quand on démarre une société. Je pense que c'est une très bonne nouvelle, d'autant qu'on a énormément de talent en France dans le jeu vidéo. Tu as cité un certain nombre de sociétés aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres. Il y a OMA, il y a Headsec, il y a Obibi, enfin, il y en a plein des grands studios de jeux en France. Il y a les Bretons. Il y a les Bretons, évidemment, mais il y en a sur tout notre territoire. Et c'est un petit peu ça, cette contradiction. En fait, peu d'investisseurs, énormément de talent. Comment tu expliques ça, Olivier ? Je pense qu'on a été un peu en retard sur le fait que cet écosystème est clos en France. Globalement, je pense que, comme tu l'as dit, il y a eu un facteur commun sur tous ces écosystèmes et ces géographies. C'est que, dans les Nordiques, en effet, il y a eu des exemples comme Supercell ou comme Rovio qui ont permis de faire émerger des très beaux entrepreneurs et de faire des exemples pour d'autres entrepreneurs demain. Ils ont eux-mêmes financé cet écosystème-là et ensuite, ça a amené des fonds d'investissement à continuer à sponsoriser cet écosystème. Il va falloir que je coupe votre conversation. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Olivier Martret de Serena et Guillaume Monteux de Gatsby. Tout de suite, où va le web ?